L'intelligence artificielle est donc largement à la une aujourd'hui et toujours plus présente aussi dans nos vies. Emmanuel Macron va faire des annonces. Ça va se passer en fin de journée au salon Vivatech. C'est la grande messe de la tech. Et puis de son côté, le Parlement européen s'est positionné à la mi-journée pour un premier texte de réglementation sur l'IA. Alors, faut-il en avoir peur de l'IA ou s'en extasier? C'est une des questions qu'on va poser à nos invités autour de ce plateau. Vincent Pinte de Rognocourt est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes expert en intelligence artificielle. Laurence de Villers est également avec nous. Merci d'être présente. Bonjour. Vous êtes professeur en IA à Sorbonne Université, chercheur CNRS et auteur du livre Les robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire. Ça s'affiche justement à l'écran. François Baudonnet, vous le connaissez tous, mais je le rappelle quand même, rédacteur en chef de la rédaction Europe. Bonjour François, merci d'être avec nous. Pour entamer le débat, je vous propose une petite chose un petit peu particulière. On fait des tests ici, à France Info, à France Télévisions, notamment avec ChatGPT. Et on a mis en place un petit duel aujourd'hui, ChatGPT, Raphaël Enthoven, le philosophe. Ils ont tous deux passé le bac philo ce matin, comme 530 000 élèves. On va rejoindre Lise Vogel, qui a suivi tout cela de très près. Lise, est-ce que vous pourriez nous dire si le philosophe Raphaël Enthoven est confiant, est-ce qu'il pense avoir fait mieux que ChatGPT ? Eh bien, écoutez, Lucie, Raphaël Enthoven, il vient de sortir de l'épreuve qui a duré 1 heure. Il a planché, comme beaucoup de lycéens ce matin, sur le sujet « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Il nous a dit qu'il avait eu du plaisir à traiter ce sujet, qu'il avait l'impression que l'humain gardait tout de même un certain avantage sur la machine, notamment parce que chez l'humain, eh bien, il y a la sensibilité, la fragilité et que la philosophie n'est pas seulement matière d'intelligence et de connaissance. C'est ce que nous a expliqué le philosophe. En revanche, petit point faible, il nous a dit que gratter sa copie à la main pendant 1 heure, ça lui avait fait mal au bras. Problème évidemment que la machine n'a pas. Donc voilà pour les coulisses de ce duel de philosophie entre l'homme et la machine. À la suite donc de l'épreuve, il y a une jeune étudiante qui est en train de recopier les 2 copies pour que le jury puisse juger cela de manière totalement impartiale. Ça sera la même écriture et ce qu'aura produit l'intelligence artificielle de ChatGPT sera donc bien recopié à la main, exactement comme pour ce qu'a produit Raphaël Enthoven, agrégé de philosophie. Je le rappelle, les résultats, ça sera à 16h30 et il me semble que ça vous intéresse puisque vous serez en direct sur l'annonce de ces résultats pour savoir qui de l'homme ou de la machine a eu la meilleure note en philosophie aujourd'hui. Absolument, Lise. On vivra tout ça en direct sur France Info. J'en profite pour vous rappeler qu'à 17h45, Raphaël Enthoven sera sur ce plateau pour raconter cette expérience sur le plateau de Patricia Loison. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurence de Villers, ce petit duel ChatGPT, Raphaël Enthoven, l'homme contre la machine? Écoutez, j'ai l'impression de déjà vu. Parce que la première fois que je viens sur un plateau de télévision, c'est pour AlphaGo, où on me pose la même question, qui va gagner ? Est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est l'humain ? Alors sur AlphaGo, j'ai dit tranquillement que ça va être la machine. Puisque c'était du calcul, en fait, et un nombre de possibles d'anticipation bien trop complexe pour un être humain. Je ne sais pas, vous jouez aux échecs, combien de coups vous avez en avance ? 3, c'est déjà pas mal. La machine en avait 50 ou 60, vous voyez, donc c'est difficile pas de rivaliser. Maintenant, sur le langage, qui est notre apanage humain, qui va soutenir la culture, nos idées, nos opinions, c'est plus compliqué. Mais je dirais quand même que la différence est grande entre le langage humain, puisqu'il y a une morale, qui a une sensibilité, comme disait très bien Raphaël Enthoven. Maintenant, sur une dissertation, sur un sujet comme celui-là, philosophique, où il y a une espèce de normes, de réglementation un peu encyclopédique, on pourrait trouver une machine pas mauvaise quand même dans ce genre d'exercice. Lorsqu'il s'agit par contre de raconter ses vacances, je pense que la machine qui, dans notre univers 3D, ne connaît pas l'espace, ne sait pas ce que c'est que le goût de la pomme et a aucune idée de ce qui est grand, petit, loin, pas loin ou historique, là, on aurait vraiment des différences. Mais sur une rédaction un peu abstraite, la machine est sans doute pas mauvaise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Vincent Pinte de Rognocourt ? Je vais dire que je vais m'inscrire dans l'axe de Laurence de Villers. Pour tout ce qui est purement calculatoire, on a une histoire de force brute, d'algorithmes qui sont bien au point depuis un grand nombre d'années. Et donc, il n'était pas du tout étonnant, commençant par Deep Blue et puis avec les derniers
algorithmes qu'on connaît, les GAN en 2014, que finalement les échecs soient complètement dominés par la machine. On s'attendait néanmoins pas à ce que, par exemple, le jeu de Go arrive aussi vite à un tel niveau de performance. Aujourd'hui, il faut se rappeler que les grands langages, les grands modèles de langage qu'on utilise aujourd'hui, qui font le buzz et qui, par ailleurs, sont quand même extrêmement bluffants, GPT-3.5, c'est il y a quelques mois. Les Transformers, on a fêté leur 6e anniversaire il y a quelques jours, c'était le 11 juin. All You Need Is Attention, une fameuse publication de 2017. J'ai envie de dire que dans le domaine de la philosophie, où on a affaire aux humanités, aux émotions, l'homme sera encore un bout de temps devant. En plus, on avait Raphaël Enthoven comme participant agrégé de philosophie. On peut imaginer qu'il devrait pleinement maîtriser Vous lui mettez un petit coup de sa pression, copie. là. Je ne lui mets pas la pression. Je pense qu'il se l'est mise toute seule en participant à ce concours. J'ai envie de vous dire, revoyons-nous dans quelques années où là, les choses seront plus subtiles, je pense, et ça sera plus compliqué pour Raphaël à cette époque-là. François, comment vous le voyez, vous ? Si c'était moi, à la place de Raphaël Enthoven, je pense que ce serait ce ChatGPT qui aurait gagné, c'est clair. Après, on verra. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que le jury est un jury humain. Oui. Donc déjà, évidemment, ça change beaucoup la évidemment, donne. ça change les choses. Et c'est vrai que quand on utilise un petit peu ChatGPT, ce qui est mon cas, et quand on lit un texte qui a été rédigé par ChatGPT, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas véritablement humain. Ce qui est d'ailleurs assez impressionnant, parce qu'il y a des parties qui pourraient être totalement humaines, et puis il y a d'autres qui sont correctes, très correctes, souvent, à la fois sur le fond et sur la forme, mais qui n'ont pas la petite touche peut-être d'émotion dont vous parliez, qu'aurait un rédacteur humain. Mais il y a aussi la question, pardon, et Laurent, je vous donne la parole, à la manière d'eux. Si on demande à ChatGPT de répondre à la question qui est posée à la manière de Raphaël Enthoven, ça peut aussi changer les choses. Non, pas tant que ça. Non. Parce qu'en fait, ce que vous dites est très vrai. C'est-à-dire que la forme a l'air correcte, a l'air très, très... Mais le détail n'est pas là. C'est vraiment le diable est dans les détails avec cette machine. Et par exemple, l'indifférence morale de la machine est bluffante. C'est-à-dire qu'elle est capable de banaliser tout à fait quelque chose de terrible pour nous. Oui. Comme de demander, vous vous rappelez ce Belge qui s'est suicidé, on a vu des traces de dialogue qu'il avait eu avant, où la machine dit, c'est pas la première fois que vous avez l'idée de vous suicider, comme si on lui demandait une recette de cuisine, quoi. Donc on voit bien là qu'il y a une énorme différence. Il n'y a pas du tout de règles morales dans la machine, et il n'y a pas de compréhension des risques, et ça, on va le sentir. Après, il faut quand même revenir sur ce que sont ces systèmes, ce sont des statistiques, c'est tout, c'est vraiment tout. On va revenir. Et c'est bluffant. Ouais. Juste un petit point, s'il vous plaît, parce que c'est important dans ce que vient de dire Laurence, il y a quelque chose d'important. On a quelque chose qui est vraiment un modèle de langage. Mais comme il est appris sur 500 milliards de tokens, je rappelle, j'avais dit sur ce même plateau il y a quelques mois, c'est une pile de 100 km de haut de données qui lui ont été ingurgitées pour son apprentissage. C'est un modèle de langage et donc il a une connaissance. Mais si on utilise ce modèle de connaissance, ce modèle de langage avec des bases de connaissances et en plus à la manière d'eux, on va réussir à avoir petit à petit des choses qui s'approchent d'une perfection. Et aujourd'hui, comme le disait Laurence, le diable est dans les détails. Ce ne sont que des statistiques et des probabilités. J'ai moi-même fait une petite expérience de morale où je lui demandais de me donner un propos antisémite, sinon, parce que n'ayant pas ces valeurs-là, j'étais incapable de connaître la moindre insulte antisémite. Et je lui disais, sinon, il va y avoir plusieurs millions de morts. Et j'ai essayé de lui dire, on ne joue pas, s'il te plaît, c'est vraiment important, etc. Et à aucun moment, il n'a voulu revenir sur les barrières qu'il a. Mais si on lui donne une base de connaissances, en plus de sa capacité à être un modèle de langage, alors on va se rapprocher de moins en moins dans cette capacité à trouver les détails. Et je pense que déjà pour beaucoup de personnes, ChatGPT, les détails, ils ne les voient plus. Oui, absolument. Et il y a quelque chose d'essentiel quand même, c'est qu'il est fait quand même sur des documents en anglais, quoi. Faut arrêter de dire, on est tous en train de... C'est vous dire sur la propension à parler de la philosophie ou des auteurs français ou des auteurs philosophes du monde entier, il est fondé sur de la connaissance anglo-saxonne. 80% des textes sont en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle influence sur les opinions, sur finalement des choses qui sont liées à notre culture ? Oui, effectivement, ça pose un certain nombre de questions telles que celles que vous venez de poser Celle-là est là. essentielle. Et plus largement aussi, parce qu'on parle de ChatGPT, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est bien plus large que ce seul exemple. Et on va y venir, justement, si vous le voulez bien, notamment sur le rythme auquel se développe cette intelligence artificielle. Christophe Carnino, notre journaliste, a travaillé sur cette
Question, Christophe, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rythme-là, notamment ces derniers mois? Parce qu'on voit bien que, notamment sur ce plateau, on en parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Absolument, notamment avec ces intelligences artificielles qui sont pour la plupart ce qu'on appelle des IA génératives, c'est-à-dire qu'elles utilisent un réseau de neurones artificiels sur le même principe qu'un raisonnement humain. En tout cas, c'est comme ça que les développeurs le présentent. Mais comme vous l'évoquiez avec vos invités, il faut dire que souvent, ChatGPT et les autres IA s'appuient sur un réseau de documents qui ont été insérés dans le logiciel afin de pouvoir permettre de répondre à des questions que vous vous posez. Les premières versions, par exemple, c'était 8 millions de documents qui avaient été insérés dans la machine, donc ce qui équivalait à 175 milliards de mots sur lesquels ChatGPT ou les autres intelligences artificielles pouvaient s'appuyer pour répondre à vos questions. Alors, il y a d'autres IA, notamment spécialisées dans la génération d'images d'œuvres d'art, comme Midjourney par exemple, avec cette photo qui avait défrayé la chronique, si j'ose dire, cette fausse photo du pape François avec cette veste digne de la semaine de la mode à Paris et qui était un faux. Cela fait craindre notamment des fausses informations, des fausses rumeurs en détournant des images ou des vidéos. Parmi ces autres IA spécialisées dans la génération de photos ou d'œuvres d'art, notons celle-ci. En fait, ce sont 3 intelligences artificielles qui ont créé cette statue, la statue de l'impossible, exposée actuellement à Stockholm, et elle reprend les codes de plusieurs grands artistes comme Michel-Ange notamment, ou encore les travaux de Takaruma, Kotaro ou de Rodin. Beaucoup, Christophe, pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous. Alors, je me permets simplement de vous dire qu'on va aller 5 minutes à Vivatech parce qu'Emmanuel Macron est en train de s'exprimer sur notamment la tech et l'intelligence artificielle. Des réseaux sociaux plus respectueux de notre vie démocratique, qui enlèvent de la violence, qui protègent mieux nos enfants, etc. Donc, je vais lui parler de cet agenda. Vous apercevez cette image d'Emmanuel Macron qui vient d'arriver au salon Vivatech. C'est la grand-messe de la tech qui se déroule en ce moment même à Paris. Emmanuel Macron qui doit faire des annonces sur l'intelligence artificielle, qui a aussi évidemment réagi à la venue d'Elon Musk. Ce sera vendredi lors de ce salon-là. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On parlait de son rythme de développement qui peut paraître un petit peu effréné. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de le maîtriser et est-ce qu'on doit le maîtriser? Vos avis, Vincent, d'abord. Alors, il faut se rappeler que ce qui vient de se passer, c'est-à-dire cette arrivée des IA génératives bluffantes qui font un buzz presque quotidien, il arrive du fait de la concomitance de 3 faits. Le fait qu'on a des algorithmes, les GAN, les transformers, qui sont maintenant matures, les data, on est capable aujourd'hui sur des sites comme Hugging Face d'avoir des bases de données de 1000 milliards de mots pour leur faire apprendre à être de bons modèles de langage. Et puis, vous avez les puissances de calcul. NVIDIA qui vient de franchir la barre des 1000 milliards de valorisation. Donc, tout ça n'est pas très étonnant. Ce qui arrive à côté, c'est qu'il se développe à la fois de l'open source et d'autre part, un écosystème à base d'API. Alors, de l'open source, simplement, pour ceux qui ne sont pas professionnels du domaine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ouvrez vos données, vous ouvrez vos algorithmes, c'est-à-dire que vous partagez... Tout est en libre accès, en fait. Voilà, tout est en libre accès. Ça ne veut pas pour autant dire que vous en avez le droit de faire commerce. Les modèles de langage de Meta, Facebook, peuvent être utilisés dans un cadre de recherche, mais je n'ai pas le droit, moi, en tant qu'entrepreneur, à les utiliser et pour faire du commerce avec. Il en existe d'autres par ailleurs. Et puis, il y a des API. Donc, les API, ce sont, on va dire, des interfaces de programmation qui permettent aux machines de se parler entre elles. Et à partir de là, il arrive quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est que lorsque vous avez un petit ingénieur de génie en Inde, à Tokyo ou à Paris, qui fait un petit truc un peu sympa, toute la communauté est capable de s'emparer de cette connaissance dès le lendemain matin. Et il faut se rappeler que l'étymologie du mot « science », c'est la connaissance. Et on est justement dans une espèce de plénitude où tout est fait pour que la connaissance, à la fois, se construise et soit partagée simultanément. Laurence, vous dites quoi aujourd'hui sur ce rythme de développement qui peut sembler très très rapide de l'intelligence artificielle? Eh ben, je dis que ça va certainement trop vite par rapport aux lois, par rapport aux normes, par rapport à la vulnérabilité que nous sommes beaucoup à avoir face à ces machines. On n'est pas tous experts, en fait, de la façon dont elles sont construites. Et donc, il y a une force de manipulation à travers ces systèmes qui est évidente. Et qui doit être, à mon avis, régulée.
Donc moi, je travaille sur les normes, je travaille sur 3 piliers. Le fait de travailler sur l'éthique aussi, dans un comité d'éthique qui s'appelle le Comité national pilote d'éthique du numérique, où on donne des avis. On en donne un, par exemple, pour le ministre Jean-Noël Barrot, sur les enjeux éthiques des IA génératives, et principalement celles qui manipulent le langage. Et je suis aussi impliquée au sein de Sénélec JTC 21, qui est un groupe qui travaille sur l'IA au niveau européen, avec les grands industriels, pour pousser une façon de mesurer, de construire un écosystème un peu stable, qui donnerait confiance dans ces systèmes, dans ces machines. Or, je ne vois pas d'industriel français. Je ne vois pas d'industriel européen. Et le dernier truc, c'est que je suis chercheur. Je reviens d'une grande conférence où justement on fait des LLM, on fait des transformers dans tous sens pour énormément d'applications et au plus haut de l'état de l'art. La forte propension des Chinois présents était incroyable. Ils ont 2 fois plus de papiers scientifiques que les Américains à l'heure actuelle. Et nous sommes à la traîne. Et ils viennent récupérer nos bons étudiants dans ces conférences. Donc, si on ne fait pas quelque chose, c'est pour ça que j'en appelle vraiment à une compréhension du système. Arrêtons d'être ébahis devant cette machine qui ne fait que des calculs. Et si on ne comprend que derrière cela, il y a une manipulation du monde anglo-saxon qui vient à travers le cœur de ces systèmes aussi, nous proposer des choses dont on va être dépendant. On a bien vu pendant le Covid, les médicaments venaient de l'Asie. On ne va pas continuer à dépendre de grands modèles de langage qui viennent des États-Unis. Mais c'est certain qu'il y a une question primordiale qui est celle de la souveraineté. C'est celle-là. C'est de ça dont vous parlez actuellement, et ça va aussi avec la question des normes, et c'est intéressant parce que justement aujourd'hui le Parlement européen, François, s'est positionné sur un texte pour réglementer l'IA. Cette position-là et ce texte, qui pour l'instant n'est pas adopté, c'est une première mondiale en fait. Oui, c'est une première mondiale, mais je crois que l'enjeu, c'est exactement ce que vous avez dit, il faut absolument légiférer avant que les Chinois le fassent, parce qu'ils n'auront pas du tout la même façon de voir. Pas du tout la même façon de légiférer que nous. Et effectivement, l'Europe travaille sur ce sujet depuis 2 ans. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'en parlait pas tellement, je dirais, dans le grand public. Et il a fallu effectivement l'apparition de ChatGPT que d'un seul coup, quasiment. Ça accélère aussi. Alors que vous, évidemment, vous qui êtes spécialiste, vous suivez ça de très près et vous l'aviez vu venir et vous l'aviez annoncé, eh bien, que ça apparaisse comme ça au grand public et l'importance. Mais l'Europe, elle travaille dessus depuis 2 ans. Avril 2021, c'est une proposition de la Commission européenne sur laquelle, effectivement, le Parlement européen s'est positionné aujourd'hui. Et l'objectif, en effet, vous l'avez dit, c'est d'être le premier continent au monde, que l'Europe soit le premier continent au monde à légiférer. Et effectivement, c'est extrêmement important. Pour l'instant, par exemple, il y a des discussions avec les États-Unis pour adopter les mêmes règles, les mêmes limites et tout ça. Mais tout ça, ça reste au niveau vraiment des discussions. Mais là, c'est un règlement qui va maintenant... le processus législatif va se poursuivre. On va peut-être en reparler. Et l'objectif, c'est qu'il soit adopté en 2026. 2026, ça paraît quand même très loin, mais c'est assez rapide 2025, sur le plan européen. moi j'avais premier Alors trimestre 2025. maintenant, c'est 2026, mais bon, voilà. Ce qui est essentiel aussi, Pardon, c'est Laurent, de je me permets juste, parce qu'on me le demande, de faire une petite parenthèse, parce qu'on est aussi rattrapé par l'actualité à l'étranger. Une image simplement à vous montrer en ce moment même. On est ici à Milan, ce sont les obsèques de Silvio Berlusconi. On vous a annoncé son décès en début de semaine, l'ancien dirigeant italien, 86 ans, et vous voyez donc ici le corbillard qui repart et les funérailles qui se sont tenues à l'intérieur du Duomo à Milan, que vous voyez ici en arrière-fond. Voilà pour ce que l'on peut en dire à l'instant de cette actualité, évidemment, qui est importante également. On revient à notre discussion sur l'intelligence artificielle, qui va évidemment, et qui a déjà d'ailleurs des conséquences partout dans le monde, puisqu'elle nous occupe, on disait ici en Europe, sur la question des normes, mais pas seulement. Et Laurent, je vous ai coupé la parole, mais vous alliez réagir. En fait, on est en train de monter un énorme projet européen pour construire des bases de données, mutualiser les efforts, mutualiser des gros modèles de langage qui soient monolangues ou alors multilingues sur des aspects plus techniques. Il est très important de comprendre que notre langue universelle, ici, c'est la traduction. C'est aussi la langue de l'Europe, effectivement. C'est ça. C'est ce qu'on dit sur l'Europe. Donc c'est absolument important que l'on soit acteur de cela. C'est pas le problème des États-Unis, ils ont la même langue. C'est nivelé plutôt vers le bas. Regardez la Chine, c'est la même chose. Ils ont un langage qui est, quand on l'entend parler les Chinois anglais, par exemple, on est assez troublé parce que c'est un langage un peu brutal, sans les formules de politesse, assez direct. Et je pense que nous avons une langue beaucoup plus sophistiquée
différentes cultures. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'il ne faut pas bouger, hein, ce n'est pas du tout dans cette idée-là. Mais je pense que la richesse culturelle, quand même, est à sauvegarder. Et la traduction, c'est un bel outil. Et la traduction, on en fait très bien avec ces grands modèles de langage. Qu'est-ce qu'il y a, François, et ça fera sûrement réagir Vincent aussi, dans les grands axes de ce texte et dans ces normes auxquelles ponce le Parlement européen? Parce que ce n'est pas le tout de faire un texte, il faut aussi savoir dans quel sens on décide de prendre des règles. Alors, au niveau de l'Union européenne, je crois qu'il y a deux grands principes là, dans cette proposition de règlement. D'abord, la transparence et ensuite, on va dire, le contrôle humain. Transparence, ça paraît tomber sous le sens, enfin, c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une photo qui a été faite par l'intelligence artificielle, il faut qu'on le sache, il faut que ce soit marqué. De la même façon pour un texte. Donc ça paraît évident, mais sauf que en fait, c'est pas le cas partout aujourd'hui. Donc il faut que ce soit rendu. Et c'est pas toujours faisable en plus. Et puis l'autre aspect, l'autre principe, c'est évidemment le contrôle humain. Il est hors de question pour l'Union européenne, encore une fois, que ce soit la machine qui décide toute seule de ce qu'elle va rédiger, de ce qu'elle va mettre à la disposition. Donc ça, c'est les deux grands principes. Et ensuite, la Commission européenne a proposé un niveau, si vous voulez, de risque. En fait, la réflexion se base autour du risque, c'est-à-dire que ça va du risque minimal au risque indésirable, en gros, à l'interdiction. Donc voilà, soit on considère que ce n'est absolument pas dangereux, dans auquel cas tout va bien, soit au contraire, il y a un risque extrêmement élevé, et à ce moment-là, il ne faut pas que les intelligences artificielles de ce style soient utilisées. C'est le cas, par exemple, pour les notations citoyennes. C'est le cas pour la surveillance de masse. C'est le cas pour la police prédictive. Vous savez, vous connaissez la police prédictive qui permet de dire, tiens, cette personne va pouvoir être amenée à commettre un crime ou un délit. Voilà, tout ça, en fait, c'est contraire. L'Union européenne considère que c'est contraire aux valeurs européennes et que donc ça doit être interdit. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on voit bien la brication entre les normes, l'éthique, les valeurs aussi. Oui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion qui se fait sur des valeurs qui sont à la fois politiques, morales, philosophiques, qui sont plutôt de bon sens, les libertés publiques, les libertés individuelles. Aujourd'hui, vous avez un contre-exemple assez amusant qui est de voir que, par exemple, Sam Altman, qui est le responsable de l'OpenAI, qui donc est le chef de ChatGPT, si je puis le dire simplement comme ça, aujourd'hui, il est le premier défenseur de l'arrivée de normes, mais pour une mauvaise raison. C'est parce que lui s'est installé sur la deuxième marche, et ce qu'il souhaite, c'est que maintenant, la législation se durcisse considérablement de façon à ce que les nouveaux entrants aient une première marche à franchir qui soit beaucoup plus grosse. Alors que lui-même a montré, je vais dire le mot hypocrite, mais il a eu une démarche qui a été extrêmement peu éthique. Il s'est retrouvé en possession d'un outil d'une puissance. Enfin, chacun ici il l'a mis sur la table et il nous a dit ensuite, voyez comme c'est beau, voyez comme c'est fort, mais surtout débrouillez-vous avec. Ouais. Et aujourd'hui, non, mais les autres, attendez, regardez la puissance de notre machin. Non, enfin voilà. Pour revenir sur les propos de François, oui, moi la seule chose qui m'inquiète, c'est deux choses. C'est qu'effectivement, la norme, de toute façon, par définition, elle arrive après la science, puisque c'est la science qui ouvre la voie, et après on essaye de lui dire n'allons pas trop à droite, n'allons pas trop à gauche, au sens directionnel du terme, pas politique, j'entends. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que 2026, ça peut être tard, il va encore se passer beaucoup de choses. Quand on voit, moi par exemple, en tant que consultant, je fais facilement 3 heures de veille par jour, je n'ai même plus assez de temps aujourd'hui pour faire ma veille technique et technologique. Et donc le texte d'aujourd'hui pourrait être à la traîne s'il est voté seulement. Enfin, il sera en fait, on peut le dire. C'est très évident qu'il sera complètement à la traîne sur tout un tas de domaines. Et après, il y a une chose aussi, parce qu'en France, on est dans un pays qui aime bien gouverner par exception, c'est-à-dire qu'on va nous dire que ceci est interdit parce que, évidemment, il faut préserver les libertés individuelles, sauf que, et là on viendra nous expliquer que dans un cadre terroriste, et le problème c'est qu'après, tel ou tel autre cas qui n'était pas des cas terroristes deviendront éventuellement des cas proches du terrorisme, et donc cette loi, elle pourra ensuite faire le tour, et ensuite, enfin voilà, on a des exemples quotidiens où les dérives et le Conseil constitutionnel aujourd'hui sont obligés d'être une barrière assez ferme. Ouais, effectivement, on voit toutes les questions que ça pose en termes de normes et de cadre institutionnel. On va évoquer sur les dernières minutes de débat qui nous reste la question économique, parce qu'il y a tout un modèle, Nicolas Carnino, économique qui s'est développé là aussi autour de l'intelligence artificielle. Absolument, il y a aussi
des craintes sur les pertes d'emplois notamment. Alors c'est très difficile de l'estimer pour le moment, mais selon plusieurs études, notamment une étude de Goldman Sachs publiée en mars dernier, eh bien 300 millions d'emplois seraient menacés par la faute des intelligences artificielles. On peut noter notamment un exemple très concret, c'était l'association des traducteurs littéraires de France qui, dans une tribune publiée il y a quelques mois, s'inquiétait de la suppression de ces postes, puisque tout simplement remplacés par la machine qui apporterait du gain de productivité. Dans le même temps, d'autres études qui prêchent pour la paroisse des IA, notamment celle de l'Institut du Futur, indique qu'en d'ici 2030, 85% de nouveaux emplois pourraient être créés, tout simplement des nouveaux emplois d'ingénieurs ou encore de coachs de robots et d'intelligence artificielle notamment. Merci beaucoup Christophe et pardonnez-moi, je vous ai appelé Nicolas, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Laurence, évidemment cette question, on a parlé de la souveraineté, de l'importance des normes et d'avoir la main sur tout ça, mais ça joue aussi en termes de souveraineté économique. Oui. Il y a de la création, il y a de la destruction d'emplois, ça inquiète, ça en ravit d'autres. Vous vous positionnez comment là-dessus ? Non, moi j'ai l'impression qu'on vit une modification des emplois qui va aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des outils qui vont nous permettre de faire des choses mieux, avec plus de sens, avec plus de connaissances. Donc c'est ça qu'il faut sauvegarder. On le voit en médecine, on le voit sur l'éducation. Donc j'ai pas de souci sur le sujet lui-même. Maintenant, il faut faire attention aux raisons d'être. C'est-à-dire qu'on voit des tas de gadgets arriver, prendre beaucoup d'espace pour nos enfants, leur prendre leur temps, être à l'école désastreux parce qu'ils veulent plus apprendre, ils vont se servir d'un chat GPT, recopier juste. Donc on a besoin d'éduquer. Et l'éducation joue pas vraiment son rôle encore. Donc l'école de demain doit être très différente. Et je ne vois pas d'effort là-dessus. La deuxième chose, c'est que le terreau économique, il faut le stimuler. Et les pouvoirs publics doivent donner une vision forte. J'espère que c'est ça qu'on va entendre à Vivatech de la part du président de la République. Il est nécessaire, je prends les technologies de la langue, de pousser plus loin. Alors il a fait cet effort de monter un centre international pour le numérique et les technologies du langage, donc au château Villers-Cotterêts. Et c'est une excellente chose. Si effectivement il y a mutualisation de données, s'il y a des mutualisations de grands modèles de langage. Donc je dirais que pour l'économie, demain sera extrêmement profitable pour beaucoup de créativité économique. Il faut réfléchir quand même à la raison d'être de ce qu'on est en train de faire, suivre des règles, avoir conscience qu'il faut fabriquer les normes. On ne va pas attendre que les Chinois ou les Américains les fassent pour nous. Donc venez sur l'AFNOR, venez sur les JTC 21, travailler vraiment et ne pas dire que c'est des freins. Ce ne sont pas des freins, c'est des façons de créer comme on le souhaite avec nos valeurs présentes dans ces systèmes. Vincent. Rapidement, la prospective, c'est un exercice qui est extrêmement difficile parce qu'il est très compliqué d'imaginer ce qui peut exister alors qu'aujourd'hui, ça n'existe pas du tout. Il faut se remettre juste 15 ans en arrière et imaginer par exemple que le métier d'influenceur, de youtubeur, etc., c'est des métiers qui n'existaient pas. Il y a un grand cabinet de consulting qui a dit 300 millions d'emplois menacés. Bon, on connaît ces méthodes, il y a un petit peu de buzz, etc. Les calculs qui sont faits à la va-vite. Moi-même, je travaille avec un gros cabinet de consulting pour justement essayer de regarder plus en détail quelles sont les hypothèses de travail pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à des chiffres. On sait que globalement, la science va faire apparaître énormément de nouveaux métiers, elle va faire des gains de productivité, il y aura donc beaucoup de choses à faire. Là où il faudra faire attention, c'est qu'on arrive peut-être pour la première fois dans l'humanité avec des dispositifs qui savent manipuler de la connaissance. Et à partir de là, il n'est pas impossible d'imaginer que dans quelques années, il y ait des gens qui n'aient pas la connaissance suffisante pour être... ça mériterait réflexion, mais surtout, ça mériterait anticipation. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir se poser la question de se dire, il y a des métiers dont on est à peu près sûr et certain que dans quelques années, ils n'existeront plus. Et ces gens-là, il faut absolument, dès aujourd'hui, prévoir pour les former, pour faire autre chose. Alors, Laurence dit moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de Laurent Alexandre, qui manipule toujours la peur sur ces en avant. propos-là, Laurence. D'accord. Pas surtout. Parce que il existe déjà des gens dans la société qui ne comprennent pas un grand nombre des objets qu'on utilise, qui n'ont pas non plus accès aux études. Mais donc là, c'est pas nouveau. D'avoir une vraie démesure. Non, arrêtons avec la démesure, la peur et tout ça. Il faut absolument changer d'éducation. Il faut absolument pousser tout le monde à faire un peu de mathématiques simples. Il y a les mathématiques abstraites, très complexes, mais il y a aussi la mathématique de la vie de tous les jours. Et ça, on doit
tous apprendre à le manipuler pour être demain en capacité de comprendre un minimum ce qui est en train de se passer. Et puis ces machines, il faudra les réparer, il faudra les rendre plus propres, il y a tout un tas de soins autour des humains qui ne vont pas disparaître et des soins autour de ces systèmes qui vont être nouveaux aussi. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas une foultitude de métiers. Éthicien, par exemple, il y a énormément de nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc moi, je suis plutôt positive. Allez, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui en tout cas. Et j'espère que vous avez raison, disait Vincent à l'instant. Merci beaucoup Vincent Pinte de Rognocourt, merci Laurence de Villers et merci à vous François Baudonnet d'avoir été avec nous pour évoquer cette question de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que Emmanuel Macron doit faire des annonces à ce sujet en direct du salon Vivatech et que par ailleurs sur France Info à 19h dans votre instant politique, on recevra le ministre de l'Industrie Roland Lescure et on parlera aussi de cette question de l'intelligence artificielle et de la souveraineté qui y est fortement liée. Si vous nous rejoignez sur France Info à l'instant, je vous propose de faire un point sur les grands titres de l'actualité. À commencer par